Justement, on était en train de rouvrir une fonction Product Ops chez Decathlon Digital. Et donc, voilà, les choses se sont bien goupillées l'année dernière. Tu es parti d'un problème terrain que tu as personnellement rencontré pour te dire, tiens, j'ai envie de lancer une initiative en interne pour redynamiser cette fonction Product Ops. Ouais, en fait, c'est ça. J'avais envie de le faire et en même temps, un truc se lancer du CPO à l'époque. Et donc, c'était voilà, trop sympa. Moment opportun. Tu disais que tu venais d'orga un peu plus codifié. C'était dans tes expériences justement au UK ou c'était différent? Ouais. Bonjour et bienvenue dans cette saison numéro 2 du podcast On Zone. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Chantal. Chantal, bienvenue. Merci beaucoup. Chantal, tu es passée il y a maintenant 1 an, je crois, sur Head of Product Ops chez Decathlon. Raconte-nous un peu, je crois que ça fait longtemps que tu es chez Decathlon. 9 ans, non? Alors, non, pas 9 ans. Pas encore. Combien de temps? Non, ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi, pardon. Mais c'est longtemps dans la tech. Ouais, c'est ça, ça fait quand même assez long. Et tu es passé du coup l'année dernière sur ta fonction de Head of Product Ops. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment t'en es arrivé à là? Et puis comment ça s'est fait tout ça? Ouais, carrément. Peut-être juste sur moi, donc ça fait peut-être 10-12 ans que je bosse dans le produit. J'ai d'abord travaillé à Londres, donc je connaissais plutôt le contexte anglo-saxon, on va dire. Je suis rentrée en France en 2020. Et donc chez Decat depuis 3 ans et demi. Et j'ai toujours bossé en tant que... D'abord PM, ensuite j'ai managé des PM avec des job titles qui changeaient d'une orga à l'autre. Mais voilà. Tu arrives en product manager classique. Et ensuite j'ai managé. Ça fait bien 6 ans que j'étais chez Decat, on appelle ça des groupes PM. Et donc donc c'est le métier que je faisais là. Et j'ai eu envie de changer. Et j'ai été toujours hyper passionnée de la partie communauté et partage sur les bonnes pratiques PM. Et j'avais aussi bossé dans des orgas où c'était très codifié, le product management. Et j'arrivais quelque part où ça l'était beaucoup moins. Enfin, je trouve en général, les boîtes que j'ai vues en France, c'était beaucoup moins codifié. Et je trouvais ça difficile. Et j'avais vraiment envie de travailler ça. Et plutôt d'être sur le côté à dire « Attends, c'est pas assez bien » et tout ça, j'avais envie d'y aller et de tester le truc. Et donc, ça se tombait bien que, justement, on était en train de rouvrir une fonction Product Ops chez Decathlon Digital. Et donc, voilà, les choses se sont bien goupillées l'année dernière. Tu es parti d'un problème terrain que tu as personnellement rencontré pour te dire « Tiens, j'ai envie de lancer une initiative en interne pour redynamiser cette fonction Product Ops. » Ouais, en fait, c'est ça. J'avais envie de le faire et en même temps, un truc se lancer du CPO à l'époque. Et donc, c'était voilà, trop sympa. Moment opportun. Tu disais que tu venais d'orga un peu plus codifié. C'était dans tes expériences justement au UK ou c'était différent? Ouais, c'était là. En fait, c'était ma dernière expérience au UK, j'étais dans le service public, donc gouvernement. D'accord. Dans la partie du gouvernement, en fait, qui fait vraiment toute la partie digitalisation. Et hyper en avance sur toutes les pratiques product. On avait des équipes très, très staffées. On avait, en design, par exemple, on avait UX et content design dans chaque équipe produit. Et on avait un binôme delivery manager, product manager aussi. Donc, et avec vraiment un code sur comment on lance un produit, c'est quoi les mots qu'on utilise. Donc, quand tu arrives, c'est un vocabulaire très particulier. Donc, j'avoue, j'ai débarqué, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire avec... ils avaient une définition précise sur ce qu'était un alpha, un bêta. Hyper avancé comme orga product pour du public. Ouais. Excellent. Du coup, ils ont quand même gagné des prix. Là-dessus, ils ont été, à l'échelle mondiale, vachement en avance avec genre l'Estonie et tout ça. Donc maintenant, c'est bon, la France rattrape. Il y a des trucs trop cool qui sont ici. Donc ça, c'est génial. Et vachement en avance sur la partie digitalisation. Et du coup, une orga aussi qui venait avec. Et j'ai vachement apprécié en fait travailler dans ce contexte-là parce qu'en fait, tu n'as pas besoin de réexpliquer ton métier. Oui, on travaille avec d'autres ministères et tout à ce moment-là, donc tu t'évangélisais justement sur les pratiques du digital. Mais en fait, au sein de nos équipes, tu pouvais bouger d'une équipe à l'autre, c'était assez fluide et tout ça, alors que dans les orgas que j'ai vus ici, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, chacun avait sa manière de fonctionner. Tu parles à une équipe qui font un POC, ils font un MVP, ils font un bêta, et tu sais pas trop ce que les gens mettent derrière, ils font des choses, Le fait d'avoir une structure, en fait, tu dis que ça t'a permis, ça permettait aux gens de changer assez facilement d'équipe ou de produit sans devoir tout reprendre à zéro, les orgas, les méthodes de l'équipe, etc., etc. Oui, et en vrai, ça a amené aussi un plaisir, en fait, d'être au travail parce qu'en fait, tu te reposais pas la question à chaque fois. Tu n'étais pas en train de redéfinir, du coup, on va faire ça et réexpliquer à tout le monde comment le faire. En fait, si tu pars d'une base commune, en fait, tu peux travailler l'humain
et la cohésion d'équipe tout de suite, et c'est parti, quoi. C'est excellent. Donc, tu as eu cette formation initiale qui a été hyper intéressante pour toi. C'était tes premiers jobs de product manager, j'imagine? Ouais, alors j'avais déjà bossé, je crois, 3-4 ans. J'ai bossé plutôt dans les petites boîtes. Et c'est la première fois que je bossais vraiment dans une grande orga. Trop bien. On était, cette partie du gouvernement, on était 800. Mais pratiquement tout était des équipes produits. Donc, je pense que 500 d'entre eux. Donc, voilà, plutôt une taille d'une scale-up, mais du coup, dans le contexte d'un gouvernement bien, bien plus large. Énorme. Moi, j'étais à la DINUM en France. Et il y avait des UX UI designers, etc. Mais il n'y avait pas encore toute cette... ça dépendait des pôles et des projets surtout. Mais cette fonction product manager, discovery, delivery bien cadrée, etc. Mais en tout cas, c'est un bon souvenir. Je vois un peu ce que tu veux dire. Et puis après, du coup, tu es arrivé chez Decat. Et là, effectivement, il y a récemment, donc il y a 1 an, Product Ops. Comment se constitue ton équipe aujourd'hui? Qui est avec toi? Et quelle est votre mission principale? Tu devais vulgariser ça. Alors on est une toute petite équipe pour le scope qu'on a. En fait, aujourd'hui, donc juste pour te donner une idée sur Decathlon Digital, on est dans les 5000, on va dire. Donc, sur toutes fonctions confondues. Toutes fonctions confondues, ouais, c'est ça. Donc, ça inclut aussi une partie RH, etc., enfin, opérationnelle. Mais donc, avec une base forte à Lille, sur plusieurs pôles, mais aussi des bureaux à Paris et des plus petits bureaux à Amsterdam, à Nantes et à Lyon. Donc voilà. Sur la population PM, on est à peu près à 500, enfin dans les 400-500. Voilà, les choses changent tout le temps, donc on est sur des approximations, on va dire. Et sur des métiers hyper variés, parce que tu peux avoir des produits front, comme je pense que tu peux imaginer chez Decathlon, des apps, de sites, voilà. Mais tu as aussi des outils digitaux qui servent nos teammates en magasin. Donc, ils ont des applications pour les stocks, pour plein de choses comme ça. Plein de choses, pour gérer les commandes qui viennent en magasin, les caisses, le magasin est hyper augmenté en fait par le product. Et aussi tout ce qui est entrepôt, toute la partie value chain et la partie conception aussi des produits. Toi, tu étais dans quelle partie quand tu étais arrivé en product manager? Alors avant, donc j'étais sur l'information produit. Donc ça connectait en fait beaucoup des éléments en fait de tous nos produits. C'est-à-dire c'était tout le contenu d'une fiche produit. Ok, donc sur le référentiel vraiment de produits. Mais aussi nos référentiels sur ce qu'est un sport, ce qu'est une nature de produit et tout ça. Et donc, c'était toute la base de les produits. Ouais, c'est ça. Et qui aidait en fait tout au niveau supply, qu'est-ce que je transporte, qu'est-ce qu'il y a dans ce carton, et du coup tu avais la data qui arrivait ça. Excellent. Mais aussi quelqu'un, je sais pas si c'était arrivé, mais tu sors d'un magasin, tu bipes parce qu'on a oublié de t'enlever un truc. En fait le vigie tout de suite il peut voir qu'est-ce qui a bipé en fait avec son app, et c'est connecté à notre API et donc il peut voir tout de suite, peut vérifier que c'est bien sur ton bon d'achat, et donc ça enlève une friction. C'est des tout petits détails qui font que il va beaucoup plus vite, et du coup la personne est moins bloquée à la sortie. C'est énorme. Exactement, et donc ça c'est un service développé par une autre équipe, mais du coup qu'on mettait en place. Et donc tu allais aussi bien dans des entrepôts là où étaient créés, enfin j'en sais rien, là où venaient les produits peut-être pour la première fois, que du coup à la sortie des magasins pour tester ton produit. Alors nous, non, comme on était vraiment, nos utilisateurs c'était d'autres équipes. Donc donc on était. T'allais pas voir la finalité de l'équipe à laquelle on était on était vraiment plutôt dans l'étape d'avant, mais parce qu'on avait l'app a eu plus d'une centaine d'utilisateurs, donc on est vraiment plus dans un mindset plateforme, comment on met à disposition. Où on consommait ta data pour les autres équipes. C'est excellent. Donc ça c'était effectivement ton expérience passée. Et là, Product Ops, donc très petite équipe. Ah oui, je t'ai pas dit encore plus sur mon équipe, pardon. Mais le contexte est important parce que du coup on est donc il y a 2 personnes directement dans mon équipe. Et on a des ambassadeurs. Donc c'est des personnes qu'on a rencontrées au fil de l'eau l'année dernière en commençant le projet, qui ont bien voulu nous donner un peu de leur temps dans leur mission principale pour nous accompagner en fait sur nos sujets. Et donc on a quelques personnes, 2-3 qui ont une mission un peu plus importante avec nous, on va dire à 40% de leur temps. Et donc ça il y a le deal avec leur manager et tout, donc c'est tout clean. Et pareil, il y a d'autres personnes qui sont plutôt sur un 10% de leur temps. Et pareil, on a fait en sorte que c'est dans leur mission et que c'est débriefé avec leur manager, et ça fait partie en fait de leur travail officiellement. C'est pas un truc on top, et c'est valorisé aussi par nous derrière, on les met en avant. Donc ça, si tu devais vulgariser la mission de votre pôle, ça serait comment? En fait, nous il y a 2 choses qu'on veut tacler, c'est l'efficience et le plaisir au travail.
Ok. Et pour moi, les deux vont main dans la main. Je pense que je peux être efficace parce que j'ai les bons outils, j'ai pas besoin de réfléchir et tout ça. Mais aussi, je fais partie d'une communauté, je peux facilement partager, apprendre, je peux me développer et tout ça. Et donc, voilà, le plaisir vient aussi à travers tous ces éléments-là. Ok, et donc tu as des relais sur le terrain, j'imagine, qui te remontent pas mal d'insights ou qui sont là peut-être pour tester des premières choses que vous allez mettre en œuvre. Quelle est la volonté d'avoir justement des gens qui soient à 40% dans des équipes, mais aussi dans la tienne? Ouais, alors en fait, c'était une question de. En fait, on partait avec un budget très restreint. Et donc, il fallait y aller. Et comment est-ce qu'on a un impact? Un peu en mode POC. Ouais. Et en fait, au lieu de se dire, attends, à 3, on va essayer de faire un max, on va carburer. En fait, plutôt, ce qu'on s'est dit, on va plutôt créer un système qui va permettre à vraiment avoir une approche bottom-up où on peut faire participer les gens. Et en plus, en rencontrant les différentes équipes, on découvrait plein d'initiatives. Il y avait une équipe qui avait développé, par exemple, des co-dev, donc où, en gros, ils avaient rassemblé 5 personnes ensemble. Ouais. Et pendant, alors, je dirais, une période de 6 mois, ils tournaient et ils faisaient un co-dev entre eux pour se soutenir en fait sur leur méthode et leurs pratiques produits. Inter-équipe ou dans la même équipe? Alors c'était des PM mais au sein d'un tout un domaine, donc ils se connaissaient pas forcément. Okay. Et donc nous on a mis en lumière cette initiative sans prendre non plus, se dire c'est nous, bravo. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est venu des équipes, mais c'est plutôt pour derrière dire attends, on peut le scaler, on peut le mettre à disposition de tout le monde. C'était ouvert d'abord au PM, là ils ont ouvert aussi au GPM et donc Est-ce que c'est pas d'ailleurs les meilleurs insights, ceux qui en fait ont été initiés par les équipes elles-mêmes? Tout à fait. On applique ça aux produits en général, mais bon là c'est vrai que dans l'aspect organisationnel, c'est intéressant quand même de faire cette discovery dans les équipes au sein des 4. Ouais. Et je pense qu'il y a certaines choses qui vont être facilement venir comme ça du terrain. Ouais. Je pense qu'il y a d'autres choses qui sont plus où une équipe centrale va devoir gérer, faire le pas et tout ça. Ouais. Mais oui. Après. Il y a aussi le côté de la culture des 4 qui est très... j'y vais, allez, on tente, on essaye, et si on me dit pas stop, voilà, je continue. Ouais, bien sûr. Et c'est chouette parce que du coup, il y a énormément d'énergie et tout ça, mais ça peut aussi vouloir dire que ça part dans tous les sens. Mais en vrai, c'est un tous les sens complètement assumé et je pense qu'il fonctionne bien. Et donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est OK, prenons toutes ces choses-là et mettons un cadre autour. Ouais. Et aussi, créons l'infrastructure aussi pour pouvoir connecter les personnes. Et pour pouvoir permettre peut-être aux initiatives d'émerger grâce à un cadre ou un contexte qui fait que la personne a envie de s'investir, quoi. C'est ça, exactement, ouais. Et donc, dans tes 500 personnes là, qui sont présents, toi, ton constat, c'est quoi? C'est que dans les domaines, donc des domaines rassemblant plusieurs product managers, il y a des initiatives et peut-être que, du coup, c'est variable aussi d'un domaine à l'autre et que interdomaine, c'est peut-être un peu plus complexe de créer des initiatives vraiment partagées à l'ensemble de la communauté des 400-500 products de Decathlon Digital? Oui, tout à fait. En fait, on voyait que typiquement, les personnes avaient un peu tendance à faire un peu dans le périmètre qu'ils connaissaient. Assez proche, en fait. Ouais, c'est ça. Okay. Donc, tu avais des mini-communautés au sein d'un domaine. Et donc, un domaine, ça peut être, je pense, à minimum une quinzaine de PM, voire plus. Donc tu as déjà en fait une taille critique où tu peux te rassembler, partager des pratiques et tout ça. Dans certains domaines, c'est encore plus grand que ça. Et en fait, on continue à voir ça. Des events, en fait, parfois, ils organisent genre des journées autour du product management. Donc, nous, on essaye d'être présents. Et ce qu'on a aussi commencé à faire, c'est sur par exemple, les choses qui sont en ligne, où il y a un partage. En fait, nous, on a commencé à rassembler ça à un endroit. Donc, en fait, même si tu ne fais pas partie de l'équipe, tu peux revoir le recording de ce qui s'est dit et tout ça. Okay. Donc, d'essayer aussi de mettre en lumière, de connecter. À disposition des choses, peut-être de manière assez naturelle, automatisée. Sans se dire qu'on va faire un event avec nos 500 PM, qu'on va faire venir des 4 coins de nos bureaux. Voilà, c'est aussi, ça nous permet un peu de rassembler en faisant avec très peu, en fait. Ouais, de manière très naturelle. Ouais, c'est ça. Ok, donc quand tu es arrivé l'année dernière, justement, à ce poste, en arrivant pour dynamiser cette partie Product Ops, quel était ton objectif de l'année? Puisque là, on arrive au bout d'un an, tu vas devoir nous dire un peu ce que tu as appris et ce qu'il en est de tout ça. C'est une bonne question. Clairement, on voulait vraiment recréer du lien. En fait, recréer de la confiance entre les équipes. Parce qu'en fait, ce qui se passe aussi, c'est que quand tu es dans ton petit monde et que parfois, je pense que ça va parler aux gens, mais quand on interagit avec une autre équipe qui a des objectifs différents,
Il y a parfois de la tension qui monte, il y a un manque de confiance, surtout si on a des manières différentes de travailler, de planifier et tout ça. Et donc, il y avait vraiment un manque de confiance entre les domaines. Donc, un des gros focus en se disant, on est en train de commencer le truc, c'est de créer de la confiance envers nous, mais aussi entre les équipes. Donc, je dirais que le grand mot de l'année 2025 était vraiment le mot confiance. Parce que, oui, et pour donner une anecdote sur justement la confiance en nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'éviter d'être dans notre tour d'ivoire en se disant, nous, on va décider des trucs. Et délibérément, on a essayé de partager des choses sur nous-mêmes. En fait, de toujours dire, c'est Chantal avec une photo, c'est mon équipe qui fait du sport ensemble. Quand on écrit des mails, on essaie quand même de le rendre joli et facile à lire. Mais il y a toujours une touche humaine pour te dire, en fait, il y a des gens derrière. Et donc, viens nous parler, viens nous voir. Un de mes collègues a fait tout un roadshow où il est allé voir toutes les équipes, il a représenté, en fait, juste parce qu'en fait, la connexion humaine, elle est hyper importante. Et du coup, pour pouvoir dire, en fait, c'est des vraies personnes qui essayent de... Tout va passer par l'humain chez vous, d'ailleurs. Puisque c'est une certaine manière d'aller propulser une initiative, c'est de créer un lien avant tout et que, du coup, la personne ait envie de s'investir aussi à tes côtés. Oui, c'est ça. C'est pas... et je pense que... et du même côté, nous, on essaie aussi quand on met en lumière, les ambassadeurs, c'est pareil aussi. C'est vraiment des personnes et tout. Et je pense aussi dans notre culture d'entreprise, c'est aussi pas important. Enfin, le côté humain et qui on est, quel sport on pratique, des choses comme ça. Donc, trop stylé. Donc, mettre mot un peu la confiance par effectivement l'humain et aussi peut-être par des premières actions que vous avez dû enclencher de votre côté assez concrètes pour gagner cette confiance. Quelles ont été les actions entamées l'année dernière ? En fait, je pense que ce qu'on s'est dit, le très basique, en fait, c'était de remettre du cadre sur c'est quoi la communauté. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait un channel sur Slack où il y avait, en fait, peut-être 2/3 des PM, en fait, pas tout le monde. Donc, le truc tout bête, mais on a carrément bossé la liste de diffusion, essayer d'éterrer les PM. On a fait à chaque événement, on a dit vérifier que bien toute votre équipe a été invitée et tout ça. Sur le channel, etc. Parce que voilà, en grande entreprise, tu peux imaginer, il y a des choses qui changent, des managers qui changent et tout. Et donc, d'avoir en fait une data clean sur qui est PM, c'est déjà pas toujours facile. Et donc, on a bossé de cette structure. Derrière, on fait un espace où il y a tout le monde. On crée aussi un nouveau site où il y a toute notre documentation. En fait, de tout centraliser, mettre à un endroit. On a fait une newsletter qui renvoie. Donc on fait déjà les bases. Voilà, c'est ça. Définir qui est chez nous et comment on peut les adresser. C'est ça. Et montrer qui on est. Voilà, ça créer un système autour pour faire en sorte que on a cette infrastructure pour derrière dérouler nos projets. Parce que on a un moyen de communiquer, on a des super taux d'ouverture sur notre newsletter, on a un NPS de la communauté qui était à -20 quand on a commencé. Donc, je crois que la question qu'on posait, c'était est-ce que je sens que je fais partie d'une communauté produit. On a terminé l'année avec +30. Ce qui est une plutôt bonne note au global, je pense, sur une communauté interne. C'est un NPS que vous suivez régulièrement d'ailleurs en interne au quarter. Donc nous on a ici, la data pour le Product Ops, c'est toujours le nerf de la guerre, parce qu'en fait c'est hyper dur de mesurer les choses. Bien sûr. Et donc on a essayé les choses l'année dernière et cette année on s'est encore plus donné l'objectif de bien mesurer les choses, même s'il faut le faire en mode manuel. Trop bien. Parce que en fait sans data c'est hyper difficile de piloter l'activité. Là, nous, on est sur la suite Google et donc d'avoir même de la data sur tes groupes Google, sur ton site Google et tout ça, c'est pas dans le produit. Donc on a réussi avoir un dashboard derrière. Au fur et à mesure, on a réussi à avoir plus en plus de choses. Toi aussi, il a fallu ta data pour ton équipe, en fait, pour arriver à piloter sur 2 aspects, peut-être l'humain, l'OP, etc. Oui, c'est ça. L'adoption de tes différentes mesures. Ouais, parce qu'en fait, on faisait des surveys et on essayait aussi même d'utiliser la communauté pour faire des petites enquêtes ou de voir un peu le mood ou la température des équipes, mais c'est pas facile. Donc, on faisait les enquêtes. En plus, on essayait de toute action qu'on mettait en place, essayer de dire est-ce qu'on peut mesurer, est-ce qu'on peut regarder combien de gens utilisent. C'est génial de lancer avec cette dynamique dès le début. Ouais, mais parce que sinon, on commençait déjà sans data, donc on ne savait rien. Et donc là, on commence mieux à voir et on s'améliore au fur et à mesure. C'est excellent de ne pas arriver comme ça. Tu pourrais dire les Product Ops, ok, moi j'ai été 3 ans chez Decat, je sais ce qui ne fonctionne pas. Tu pourrais arriver comme ça en vrai, sans t'en rendre compte peut-être aussi. Et c'est génial d'arriver peut-être avec cette humilité dès le début en mode
Dites-nous peut-être ce qui ne va pas. Ouais. Et on va travailler avec vous pour y arriver. Mais c'est trop le gros écueil, en fait, surtout quand on était dans un rôle product et que je venais avec en mode « je veux changer les choses, je sais mieux que tout le monde ce qu'il veut moi, j'en ai dire. pas besoin. Donc voilà. Non, mais du coup, c'était vraiment important de retomber là-dessus. Et surtout que moi, je venais d'un domaine spécifique et je savais que les différents domaines travaillaient différemment. Donc, j'avais clairement, il me manquait des informations. Carrément. Et donc, c'était hyper important d'aller chercher de l'information. Ouais. Et une des choses aussi, on va dire un apprentissage l'année dernière sur l'aspect data, c'est en fait de pas s'arrêter. En fait, même si tu dois faire un truc manuel nul parce que tu dois aller dans un Excel remplir ou regarder combien de gens ont répondu à un post dans ton Google Group. Ouais. En fait, ça, c'est la première étape. Et dans le passé, je me bloquais vite parce que j'étais en mode non, mais on n'a pas les datas dans notre outil de data. Donc, on est bloqué. Donc, elle est inexploitable. Voilà. Mais donc, on ne peut rien faire. Mais en fait, tu peux tellement faire à la mano. Carrément. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas trouver des façons d'automatiser où ça va tellement t'énerver que tu vas finalement avoir le courage d'aller demander à une équipe. Tu fais ton mini POC de récupération de data et puis après, tu arrives à uniformiser la chose. C'est ça, de par ton POC. En fait, on a eu une des personnes dans l'équipe était à fond là-dessus et c'est elle qui nous a embarqués vraiment dans cette dynamique-là. Et ça, c'est une mini start-up interne. Ouais, c'est clair. Trop bien. Decathlon, on le voit peut-être comme une orga aussi qui, pas un changement culturel, mais qui a été très drivé peut-être par une méthodologie by the book, peut-être qui a eu ses moments de gloire sur le product management, etc. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, on est en train de s'écarter un peu du product by the book et on est en train d'arriver à quelque chose de plus efficient, de plus opérationnel, de plus main dans le cambouis, quoi? Ouais. Alors, je pense que c'est pas propre à Decathlon Digital. Et pour te dire, quand moi je suis arrivée en France, j'ai trouvé qu'il y avait un fort focus sur les frameworks et sur vraiment, est-ce que tu parles le langage produit? Si tu n'as pas les codes, tu n'es pas PM. Je trouvais que c'était hyper rigide par rapport au contexte. Et pourtant, tu disais que c'était ce que tu avais apprécié. Oui. Mais alors, en fait, je pense en externe. Enfin, tu vois, ça se voit que c'est rigide au sein de ton entreprise. Ouais. Mais en fait, tu n'avais pas ce côté... en fait, il faut utiliser ce framework. Enfin, si tu ne connais pas ce framework, ou si tu ne fais pas ça comme ça, ou tu ne fais pas de la discovery. Enfin, je sais pas trop, tu fais pas ça. Ah ouais, ok. C'était hyper codifié. Et je pense qu'il y avait je pense qu'il y a un côté culturel, qu'on est très attaché justement aux méthodes, aux bonnes façons de faire, etc. J'ai un background en sciences politiques. Du coup, moi, je vois ça en mode la France qui a une constitution et l'Angleterre qui n'en a pas. Et du coup, c'était un peu ça, ce que je voyais aussi dans le product management. Et donc, il y a un peu ça, et aussi le fait que le project management a explosé très vite en France, enfin beaucoup plus vite qu'autre part. Donc, en fait, tu avais besoin de ça comme un échafaudage, en fait, pour te permettre d'aller à l'échelle. Et je pense que c'est ce qu'on a vu chez nous. La culture de Decathlon permettait facilement, en fait, l'approche produit, parce que, justement, on faisait confiance aux équipes. Il y a un fort ownership, en fait, de chacun d'entre nous, en fait, d'être responsable sur ta mission. Et voilà, t'es pas là pour juste faire un job où ton manager te dit quoi faire. T'es vraiment en responsabilité, peu importe où tu travailles. Enfin, en entrepôt, en magasin, au digital. Ouais. Donc, en fait, ça se prêtait facilement au mode produit. Et on a très vite basculé sur, justement, on veut changer la façon de faire. On a formé des gens en interne. On a aussi beaucoup recruté. Et moi, je fais partie de cette vague de gens qui ont été recrutés à ce moment-là. Et donc on a très vite basculé et on était obligé de mettre un cadre, du coup un cadre très fixe, parce que c'est allé tellement vite, on avait on va dire un by the book qu'on avait mis en place. Ça a peut-être permis de scaler assez proprement en fait les équipes et du coup les orgas et la culture peut-être d'autonomie et de leadership aussi que vous vouliez insuffler au sein des équipes. Oui, et je pense, et ça a permis d'aller de faire le premier step. Ouais. Mais là, on arrive à un stade où, mais en fait, on peut pas juste suivre ce truc à la lettre, parce que déjà, on a des équipes hyper hétérogènes. Je disais tout à l'heure, on travaille avec des produits différents aussi. Oui, c'est ça. Ouais. On a des produits, on a pas mal aussi de produits SaaS qu'on va utiliser en interne, sur lesquels tu peux développer par-dessus, parfois pas, avec lesquels tu dois t'intégrer. Donc, en fait, selon où tu es dans l'orga et le type de produit que tu as, en fait, ton job, il peut être assez différent. Donc, il faut pouvoir appliquer les principes
mais derrière, peut-être se détacher du wording exact, en fait, de ce que va dire une job desk. Ouais, Donc, c'est ça qui n'est pas facile, parce que tu veux donner un cadre RH, tu veux donner... voilà. Mais en vrai, la réalité, c'est... en fait, faut se focaliser sur ce qui est important à faire. Ouais, et comment est-ce que moi, je me positionne en tant que PM. Donc, ça va être plus me mettre proche de l'engineering sur un typologie de produit, ou plus proche du design, ou plus proche du business, selon... et donc, en fait, de faire avec cette nuance. C'est ça qui n'est pas facile, en fait, aujourd'hui. Et comment tu penses que, concrètement, les équipes font au quotidien pour revenir un peu dans du pragmatisme produit, tu vois? Ouais. Alors, comment les équipes font moi, je pense qu'est-ce qui a qu'ils insufflé cette... Ouais. Je pense que c'est un peu venu naturellement. Je pense que ces dernières années, on a vu ce rejet un peu des dogmes. Et donc, en général, dans la communauté produit. Donc, je pense que ce n'est pas propre à nous. Ouais. Je pense que c'est des conversations qui ont aussi eu lieu parmi nos PM. Et donc, je pense que c'est ça aussi, en se disant... et des nouvelles têtes peut-être qui arrivent régulièrement aux fonctions produits, et qui aussi mettent un peu de dynamisme, apportent des nouveautés des autres équipes, d'autres boîtes, etc. Et ce changement doit être assez intéressant aussi. Et de trouver aussi l'équilibre. Et donc, ce qu'on a pas mal, en fait, dans nos équipes, c'est des équipes où, en gros, tu as des gens qui sont des personnes qui ont été qui sont dans la boîte depuis très longtemps, à côté des gens qui ont été recrutés il y a peu. Ouais. Et donc, en fait, c'est comment tu arrives à avoir le meilleur des deux. En se disant, attends, on ne dit pas à la personne qui était là depuis tout le monde, en mode, non, de toute façon, tu ne connais rien, versus la personne qui est neuve, tu ne connais pas l'entreprise, donc comment tu trucs. En fait, comment tu fais en sorte que le nouveau enrichit la culture, mais que la culture n'est pas perdue aussi. Et donc, c'est laisser sa place au nouvel arrivant, et effectivement dire au nouvel arrivant qu'il y a quand même des choses en place, mais toute nouvelle idée est bienvenue, et que les anciens du coup sachent aussi s'ouvrir un peu à ces nouvelles idées. C'est ça, ouais. Et donc, et je pense que pour moi ça vient à travers toutes les communautés de pratique. Et donc, donc tu vois, et c'est pour ça que je suis hyper fan des communautés qui se mettent en place au niveau des domaines, parce que c'est ça aussi, c'est que ça permet des conversations. Carrément. Et un peu de sortir de ta bulle aussi, parce que tu passes ta journée avec ton équipe ou avec les équipes avec qui tu négocies, mais derrière tu vois pas forcément comment ton collègue à 2 bureaux travaille, et donc d'avoir ces moments d'échange, pour moi c'est vraiment comme ça qu'on va apprendre. Oui, il y a toute la partie un peu formelle, formation, mais je pense que la communauté de pratique c'est un élément hyper clé pour vraiment gagner en maturité globalement. Ok. Quel était le signal faible, pour finir un peu sur cette partie constat, le signal faible qui a fait que vous avez dit ok, le product ops, il faut le redynamiser. Est-ce que c'est ce NPS qui avait été fait justement, ou est-ce que ça c'est plutôt quand tu es arrivé que tu l'avais fait? Est-ce que c'est plutôt un constat de se dire oula, j'ai l'impression qu'il y a des équipes qui sont peut-être un peu plus en retard par rapport à d'autres, ou d'autres qui sont un peu enlisées dans un framework? Est-ce que tu penses qu'il y a eu un constat un peu là-haut au niveau de la direction ou au niveau des équipes? Ouais, je pense qu'il y a eu un constat sur l'hétérogénéité des pratiques. D'accord. Je pense que c'est ça qui s'est vu, et en fait, ça s'est vu facilement dans la friction que fait la planification. En fait, dans les dépendances des équipes. Ouais, dans les Par exemple, j'ai besoin de ton API, n'importe quoi. J'ai besoin de ton API, est-ce que tu peux me la mettre à disposition? Ah non, nous, on ne fonctionne pas comme ça. Ouais, alors c'est plus complexe que ça, mais oui, en gros, c'est ça. C'est qu'en fait, on n'a pas forcément les mêmes priorités, et on a une complexité d'organisation. On bosse avec plein de parties aussi de l'entreprise au global. Donc, voilà, et d'être bien aligner les choses. Et je pense aussi, tu vois, ces dernières années, on a aussi ouvert... on a changé un peu la façon dont sont organisés nos locaux. Mais par exemple, nos locaux parisiens, il y a des gens de pratiquement tous les domaines. Et donc, il y a aussi des gens qui se parlent. Donc, je trouve que c'est intéressant. Même dans le quotidien, en fait, dans l'orga des bureaux, en fait, ça se joue pour créer justement cette synergie entre les équipes. C'est ça. Là où, en fait, quand tu as des grosses équipes sur l'île, ils sont ensemble sur un plateau. Et donc, ils vont beaucoup moins facilement interagir avec d'autres équipes. Là où, donc, en fait, nos locaux qui sont des hubs, on va satellite un peu de nos bureaux principaux à Lille. Je pense que ça a permis aussi de faire remonter, en fait, ces différences. On revient à l'humain que tu évoquais au début, mais qui est juste essentiel. Ah, j'ai entendu que tu parlais de ça, trop drôle, nous on l'a essayé, c'est quoi ton retour d'expérience? Ça doit être hyper intéressant ce genre de discussion. Mais oui, et en plus, je pense que je sais pas si c'est typique aussi d'une grosse boîte, mais beaucoup passent par l'oral et les conversations que tu vas avoir et tout. Et donc, on a aussi, on a un retour.
on a des équipes qui travaillent quand même pas mal en présentiel, même si on est distribué. En fait, la partie aussi vie au bureau, elle joue aussi. Et donc, en fait, voilà, c'est être aussi dans ces conversations, entendre ce qui se passe. Quelle est ta vision un peu là-dessus, le Product Ops, quand on arrive à cette fonction, à ce poste, comment, selon toi, on arrive à créer un cadre commun sans étouffer l'autonomie des équipes locales? Ouais, c'est ça qui est pas simple. C'est un peu l'enjeu, en fait. Ouais. C'est, surtout, on a des équipes très, très diverses. Et en fait, ça, c'est une de nos forts apprentissages de l'année 2025. C'est justement de se dire, attends, est-ce qu'on va essayer de créer un cadre, un framework parfait qui va juste dire à tout le monde, voilà comment ça fonctionne, maintenant faites-le. Le product chez Decathlon. Ouais, c'est ça. Et en fait, on s'était dit ça et ça a été hyper dur. En fait, on s'est vite heurté à des incompréhensions sur l'intérêt, sur essayer de trouver des gens avec qui travailler. Il y avait des gens qui avaient déjà posé un cadre sur justement ça. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, la grosse victoire, ça a été sur la partie communauté. Et en fait, c'est que maintenant qu'on on va se reposer sur cette question de qu'est-ce qu'on met comme basique, en fait. Et on se dit... Moi, je suis beaucoup plus fan de principes que de framework. Et de se dire, en fait, on va travailler à partir de ces principes-là. Un principe, il faut le comprendre et derrière, tu peux l'appliquer. Mais en fait, il est beaucoup plus adaptable à différents contextes. Est-ce que tu as un exemple, par exemple, de principe pour rendre un peu la chose concrète? Ouais. Alors, je dis ça, mais on ne les a pas écrits pour nous. Tu vois, une des... alors, je reviens à là où je bossais avant au gouvernement. On avait un peu des principes ou des phrases qui se répétaient beaucoup. Et donc, tu vois, c'était... donc, en anglais, c'était « The strategy is delivery ». Donc, c'est vraiment... en fait, si tu livres pas, ton plus beau doc de strat, il te sert à rien, en fait. Et donc derrière, c'est très vague comme propos, c'est intéressant, mais derrière, tu peux l'appliquer c'est un mindset différemment. Ouais, c'est en ça. fait, tu sais que le mindset de la boîte, c'est ça. Donc, tu as peut-être moins de difficultés à y aller, tu vois. Ok, c'est pas parfait. Ok, en fait, de toute façon, il faut délivrer. Il faut y aller. Faut donc, montrer. On essaye et on sait que c'est pas en principe de la boîte, donc on n'aura pas de remords ou autre particulier. Oui, c'est ça. Ça te permet. Alors que, voilà, c'est pas je dois suivre le truc à la lettre. Donc moi je pense que j'aimerais bien qu'on reparte définir un peu sur ça. Définir des grands principes pour l'ensemble des équipes produits de Decathlon. Ça et un vocabulaire commun. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. C'est que quand tu as un mix de des personnes qui sont là depuis longtemps, il y a un vocabulaire forcément au sein de l'entreprise qui s'est mis en place, spécifique. Et les gens qui viennent de l'externe. On a aussi, on est dans un monde où on travaille majoritairement en anglais, mais pas que. Donc, on a aussi des termes en anglais qui... T'as un nouveau niveau d'abstraction. Parce qu'en fait, quand tu dis delivery en français, on va dire, dans une phrase en français, ça veut dire quelque chose. Mais en fait, quand tu dis en anglais, c'est un terme beaucoup plus générique. Bien sûr, donc, il y a aussi ces nuances-là, je pense qu'il va falloir qu'on les repose. Un vocabulaire à bien définir qui va permettre de parler un langage commun peut-être et de plus uniformiser ou déjà. Ou de commencer à parler un langage commun. Ok, d'accord. Donc, principe, vocabulaire commun. Et puis après, arriver à identifier des initiatives qui ont été faites pour les partager dans ces événements communautaires que vous organisez. Oui, c'est continuer en fait à mettre en lumière tout ce qui se fait. Nous on bosse j'avoue, je vais pas te parler de tout ce qu'on fait aussi. On retravaille aussi toute la partie carrière. On se repose en fait sur les questions sur est-ce que la façon dont on décrit le rôle d'un PM, comment tu peux évoluer dans le rôle PM. C'est quoi le rôle des experts versus les managers. Tu vois, on a des rôles de staff PM. Tu as des rôles de manager peut-être sur des produits, des rôles d'experts plutôt sur des expertises product, c'est ça ou Non, alors c'est plutôt un peu comme dans d'autres boîtes, on appelle ça des principals. En tout cas, nous, notre niveau d'expert, c'est un staff PM et du coup, qui bosse en parallèle d'un leader, typiquement un directeur produit, pour aider un peu à filer les gaps là où ton organe produit ne te le permet pas. Donc, mais en fait, comment on peut accompagner de façon organisationnelle les différents domaines qui ont leur challenge à eux, avec en fait des façons communes de définir le job d'un PM et de définir les skills attendus pour que derrière, quand un manager ou une manager veut accompagner un PM, qu'on ait une grille de lecture similaire, que si tu bouges d'un domaine à l'autre, que les attentes soient
comparables, Ouais. oui, elles vont pas Donc, être tu travailles un peu exactement avec les les mêmes. RH là-dessus, par exemple Ouais, sur fortement, cette- ouais. fortement. On travaille beaucoup avec les RH et justement et les leaders Oui. des différents domaines pour faire en sorte que oui, ça a aussi du sens dans leur contexte. C'est génial parce que vous intervenez en fait de tellement de manières différentes sur la partie pure RH, évolution de carrière, Ouais. sur la partie communauté, donc de manière indirecte pour propulser des initiatives. C'est assez intéressant en fait d'être sur l'ensemble de la chaîne. Vous êtes oui, un oui, peu un couteau suisse. Oui. Ouais, en fait, c'est un peu aussi le constat de l'année dernière, c'est qu'on s'est beaucoup éparpillé parce qu'on a beaucoup de sujets très différents. Bah oui. Et ce que j'ai pas mentionné, c'est aussi la partie outils. Ouais. Donc nous, on fait sur certains outils qui sont propres au product management, c'est nous qui gérons le contrat, le nombre de licences, la gestion des licences, etc. Et donc ça peut paraître complètement anodin quand tu as une équipe de 5-10 personnes, oui, voilà. Mais en fait, à notre échelle, ça devient vite beaucoup Et plus puis c'est compliqué. intéressant aussi parce que du coup, tu peux analyser l'usage sur certains outils de tiens, ok, cette équipe, ils n'utilisent jamais ces outils, pourquoi ok, ils n'en ont pas besoin ou alors ils n'en avaient pas la connaissance, tu vois, j'en sais rien. Et pour nous, c'est aussi mettre en place des templates, des choses comme ça pour permettre aussi l'adoption des outils, le bon usage des outils, apporter des formations alignées et tout ça. Génial. Donc, donc on est vraiment une approche avec multiples angles sur le Product Ops parce qu'en fait, tu es obligé. Parce qu'en fait, ça fait un tout. Et d'un coup, tu deviens, tu n'es pas expert, mais tu bosses sur plein de choses différentes. Et voilà. Tu vois, autant d'organiser un event pour la communauté que d'écrire, genre noir sur blanc, c'est quoi le skill d'un PM. Tu dis en fait intellectuellement, c'est facile, j'ai en tête, mais en fait, quand tu t'y mets, c'est pas. C'est complexe. Voilà, c'est complexe. Et tes ambassadeurs aujourd'hui, parce que vous en avez quelques-uns, j'imagine, au sein des différents domaines, c'est complexe de les fidéliser. C'est eux qui sont venus à vous, c'est vous qui êtes allés les chercher. Ils ont une mission particulière. On a tous le rêve d'avoir des ambassadeurs dans des entreprises. T'en as qui attendent quelque chose en retour peut-être. T'en as d'autres qui le font par attachement à la culture de l'entreprise. Qu'est-ce que tu as constaté un peu là-dessus? Est-ce que ça a été facile d'aller les chercher? Ouais, alors, disons que ça a été notre année 1, notre test. On a eu des choses qui ont bien marché, des choses qui ont moins bien marché. Et je pense que ça dépend aussi des personnes. En gros, on a essayé de bien le formaliser dès le début. On n'a pas voulu faire un système informel. Donc, l'idée, c'était que du coup, on a un outil pour suivre la mission. Et donc, tu vois, où tout est connecté. Et donc, c'était important que ça soit bien identifié dans leur mission, qu'ils bossent bien pour nous. En ambassadeur. Voilà, en ambassadeur. Donc, déjà, de codifier. Ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est on les a regroupés par sujet. Donc, on s'est dit, vous bossez sur la partie framework. Après, on leur a demandé aussi leurs préférences et on l'a organisé comme ça. Mais on les a en fait mis dans des groupes de travail. D'accord. Et framework, ça peut être quoi, pour avoir un peu concret là-dessus? C'est un framework pour les interviews utilisateurs dans la phase de discovery, c'est ça, c'est d'aller chercher des façons de faire en fait et d'essayer de les assembler. Par exemple, on avait aussi certains qui bossaient sur la partie vraiment un programme de co-développement et de mentorat. On avait un groupe de travail sur la partie carrière, donc en fait essayer de bosser toute la partie, les skills. Donc sur chaque sujet, vous avez des groupes de travail. Chaque sujet en tout cas, c'est ce qu'on a fait en 2025. Vous avez des groupes de travail et là-dessus, vous avez un ambassadeur qui est un peu le référent du groupe de travail, en plus de votre équipe qui c'est ça, donc en vrai, tu avais les groupes de travail, tu en avais peut-être, ils étaient entre 4 et 7, avec un leader identifié et parfois le leader, c'était des gens de notre équipe. Votre équipe, carrément. Parce que c'était plus facile sur la partie logistique. Et du coup, ils se voyaient toutes les 2 semaines à peu près pour travailler les sujets, etc. Et on faisait le lien. Donc, il y a des choses qui ont bien marché dans ce fonctionnement-là, mais ça crée un énorme overhead, en fait. Beaucoup de choses pour ces personnes, beaucoup de meetings. Et derrière, on a eu plus de mal à avancer. À actionner sur certaines choses. En fait, sur certains, ça a bien fonctionné parce que c'était très clair dans leur tête ce qu'ils voulaient faire et vers où aller. Mais là où peut-être ils erraient plus, on a dû être plus impulser des choses, ça a été plus compliqué. Donc, en fait, on a créé tout un système, toute une gouvernance, on va dire, importante en une année, qui derrière a aidé certaines personnes, mais a bridé d'autres. Est-ce que ça en a bridé d'autres parce que le sujet était trop complexe? Je m'explique, par exemple, un plan de carrière qui impacte 500 PM derrière, assez complexe. Un framework de discovery, peut-être à aller rentrer dans un outil dans un temps 1, peut-être un tout petit peu moins complexe. Est-ce que c'est aussi la profondeur des sujets qui a fait ça? Je pense qu'il y a ça, mais il y a aussi le côté j'ose ou j'ose pas. Je pense que je te donne l'autorisation et je pense que certains ont
Enfin, On on peut a besoin mesurer à quel plus, point, plus ouais. besoin de donner autorisation, de dire bah non, vas-y, il Ouais. n'y a pas de souci, propose et tout ça. Et en fait, d'essayer d'ouvrir en fait le champ des possibles. Ouais. Ouais, pour certaines personnes, ça fonctionne tout à fait. Et pour d'autres, bah, c'est plus compliqué. Il faut beaucoup plus cadrer. Et donc, nous, on n'avait pas la bande passante pour cadrer suffisamment. Ouais. Et donc là, on est en train de revoir notre façon de faire. Pour se dire, attends, on va pas faire que tout par groupe de travail. Déjà, ça fait beaucoup de meetings, beaucoup de trucs, ta documentation qui allait dans tous les sens, parce que bah, chaque groupe de travail avec sa page, etc. Et plutôt, on se répartit les sujets. Il y a certains ambassadeurs qui continuent avec leur mission parce que ça avait bien fonctionné et en gros, ils ont leur truc et ils avancent dessus. Mais sur les autres sujets, on va prendre la main et plutôt proposer aux ambassadeurs de venir intervenir à différents moments. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'ils peuvent venir sur un sujet carrière, ils peuvent venir sur un sujet Ils ont outil. des choses qui pop, et Voilà. s'il y a quelque chose qui les intéresse, hop, C'est go, ça. je me co et j'y vais. Voilà. Ouais. Et donc, il reste aussi nos relais, il reste Ok. aussi les gens avec qui on teste les choses et tout ça. Ça, c'est depuis janvier. Ouais. Ok. Donc, on est Excellent. en train de mettre ça en place et justement, on va tester ça cette année. L'idée, c'est pas d'aller full dans un mode, bon, c'est des gens et on va les solliciter et tu parles un peu dans le vide. On veut essayer de continuer à redynamiser. C'est-à-dire vous Ça. restez en fait dans l'actionnabilité et vous laissez toute la construction justement de cet élément actionnable aux équipes et aux ambassadeurs. Ouais, on va essayer. Ouais. Ouais. On va tenter. Hein. Intéressant. Bah, de toute façon, Trop intéressant c'est comme tout ce qu'on retour. peut faire. Hein. Donc, Ouais, carrément. on va voir. Carrément. Est-ce que tu penses, sur cette partie framework, tu m'as tendu une petite perche, mais il y a eu l'arrivée de Gemini, des IA effectivement, des outils de conception qui ont beaucoup évolué, Figma Make par exemple, des éléments un peu comme ça. Est-ce que tu trouves que ta fonction prend d'autant plus de valeur avec un outil par jour qui arrive en ce moment, qui est novateur? Ouais. Est-ce que tu trouves que le Product Ops aujourd'hui devient de plus en plus indispensable avec toutes ces arrivées? Ouais. Bah, alors, je pense qu'il est indispensable dans ce contexte actuel. Ouais. Je ne sais pas si c'est dans la longévité. Je ne sais pas si je peux me positionner là-dessus, mais en tout cas, actuellement, dans mon équipe, un de mes collègues, il l'a bien formulé. Il disait que notre mission, c'est de réduire le bruit que fait tous les changements IA pour les PM. Parce qu'en fait, tu as tous les jours des trucs qui pop sur LinkedIn en mode « Ah bah, je suis... » On n'aura plus de PM. Voilà, on n'aura plus de PM. Je suis 10 000 fois plus efficace. Maintenant, je Ouais. ne travaille plus que 3 heures par Ouais. semaine. Enfin, des Lunaire. trucs, voilà. Ouais. Et aussi des nouveaux outils. Pareil, les outils qu'on utilise en interne, des nouvelles features et tout ça. Et donc, un champ des possibles énorme. Et derrière, bon, tu as des gens qui sont en mode, ils veulent geek out. Enfin, ils veulent tester des trucs. Ils sont en mode trop Bien cool. sûr. Là, je fais un truc, machin. Donc, on a un peu nos innovateurs qui vont naturellement aller vers ça. Il y a d'autres qui vont être beaucoup plus en retrait et dire, bah, de toute façon, tant que c'est pas officiel et qu'on me force, je le fais pas. Et après, Ouais. t'as le gros milieu qui se pose plein de questions, mais qui sait pas forcément comment avancer. Et donc, nous, ce qu'on a fait là-dessus, c'est qu'en fait, au début, on hésitait, mais en fait, on a concaténé un peu la discussion sur toutes les innovations IA aux gens qui étaient intéressés. Parce qu'en fait, ça évite que sur notre groupe PM, que tous les jours, il y a un truc en mode « Ah, ben il y a ça, ah, ben il y a ça ». Et du coup, le PM qui se dise, tu sais, qui est en train de faire sa mission du jour, et qui dit, Ouais. Waouh, apparemment, on peut faire ça en Oui. 2 secondes, zut, je suis en retard, Ouais. tu sais, et qui flippe tous les jours parce qu'il voit des nouveautés arriver. Tout à un fait. peu comme tout le monde d'ailleurs, cette Oui. FOMO autour de l'IA, en fait. Ah bah oui. elle est généralisée. Et en plus, on est dans une grande entreprise. Ouais. On a pas mal de guidelines de sécurité à respecter. Bien sûr. Donc, on peut pas aller tester un nouvel outil comme ça. Il faut aussi le faire dans le cadre autorisé. Donc, nous, voilà, on a cet espace des personnes qui sont vraiment à fond et qui veulent apprendre là-dessus et s'échanger, etc. Et derrière, on va feeder en fait ce qui est important à la communauté au global. Ouais. On a développé aussi une librairie de prompts qui sont spécifiques au métier du product, qu'on peut facilement repartager et sur lesquels on peut voter. Donc voilà, pour essayer de commencer à culturer surtout les personnes qui ne vont pas naturellement y aller. Il est intéressant cet aspect de voter, d'aller au-delà de proposer un prompt, d'aller faire participer les gens en fait en termes d'avis aux choses que tu leur mets à disposition. Ah mais tout à fait, ouais, et ça nous permet aussi de voir si c'est bien et tout, parce qu'en fait, la librairie, c'est pas nous qui l'avons créée. Ouais. Enfin, dans l'équipe, il y a 2-3 personnes qui sont à fond dedans, donc ils sont en train de créer des choses. Mais en fait, on a aussi pris des prompts qui ont été créés par d'autres équipes. L'idée, c'est de rassembler tout ça. Et en fait, ceux qui sont les meilleurs, les plus utiles, ils vont en haut. Et donc, voilà, ça nous permet aussi de voir. De recherche. Voilà, c'est pas mal.
Et après aussi toute la partie formation sur les outils que nous, on a à disposition à l'interne. À côté de ça, nous, on a des PM. Enfin, voilà, je te disais, les gens, ils font des initiatives. Des gens qui se sont mis, ils ont fait des formations. Enfin, ils ont fait un webinaire ou un truc. Et donc, c'est génial parce que du coup, tu as du contenu comme ça qui pop. Donc, nous, on est là pour mettre le cadre autour et de se dire... C'est très intéressant, ce cadre que vous avez mis autour de l'IA, qui est, je pense... très pragmatique, mais c'est-à-dire d'arriver à concentrer peut-être les bruits, comme tu disais, pour que les gens discutent entre eux, les gens qui sont passionnés discutent vraiment entre eux, quand ressortent quelque chose de constructif. Oui. Souvent, tu sais, c'est plus la peur ou un ressenti ponctuel quand tu utilises quelque chose en mode « Waouh, j'ai fait ça, c'est dingue, ça révolutionne ». Et juste d'arriver à prendre du temps et de poser les choses et de revenir dessus 2 mois après, 1 mois après, en disant « Ok, j'ai essayé ça, je pensais ça au début, voilà mon retour d'expérience. Intéressant, je vous donne quelque chose de constructif. » Oui. J'ai testé, retour d'expérience. Et je pense que c'est là aussi la partie connexion humaine, elle est importante pour qu'on ait des vraies conversations. C'est pas mon post ah, mais c'est génial, je suis tellement plus efficace. Mais en fait, c'est avoir un vrai retour. Et ça, c'est dans une communauté interne, c'est ça l'avantage, c'est que tu peux te parler vraiment sur ce qui marche pas. Et donc, c'est ça qui est important. Et j'allais dire un autre truc sur la partie IA. Oui, c'est aussi important qu'on soit des rôles modèles dedans et que tu vois qu'on cache pas qu'on utilise des choses de notre côté. Enfin, tu vois que c'est pas un mystère, je triche pas en utilisant l'IA parce qu'en fait il y a encore des gens qui, enfin moi ça me rend dingue. Qui le font un peu en secret. Mais oui, non mais quand ça me rend dingue quand les gens sont en mode confession. Non, j'ai utilisé un LLM et tout ça, mais c'est en mode, non mais en fait si tu l'as pas utilisé, ça dépend des choses. Mais évidemment qu'il faut. C'est très bien. Mais derrière c'est aussi quelle réflexion tu as eu derrière. Et ça, c'est une chose aussi qu'on a discuté là en début d'année sur ce qu'on va faire cette année, c'est de ne pas négliger les formations et le développement des soft skills, notamment le critical thinking, je pense écrit, non, je ne sais pas trop comment je traduis. Le sens que tu donnes, la raison pour laquelle tu viens utiliser l'IA, le raisonnement que tu as derrière, la prise de recul. Oui, c'est ça, mais en général, tu vois, juste le sens critique sur comment tu gères ton produit, qu'est-ce qui se passe avec tes utilisateurs. Que ce soit un outil, que ce soit pas juste une décision à la place d'eux. Voilà, c'est ça. Donc en fait, de développer tes compétences aussi à fédérer un collectif, parce qu'en fait, c'est aussi se dire qu'est-ce que moi, en tant qu'humain, j'apporte encore, et de développer ça davantage. C'est pas juste maîtriser les outils, c'est aussi en fait être fort dans les autres choses, la stratégie, et ça, ça fait aussi partie de notre programme autour du mindset IA. Évidemment. C'est aussi la partie... mais ça, c'est ce que tout le monde veut dire. Hein. C'est comment cet outil m'aide et pas comment il me remplace. Enfin, ça paraît logique. Et c'est comme ça que ton rôle évoluera de manière très logique et qu'en fait, tu n'auras pas peur, entre guillemets, de te faire remplacer. Intéressant. Tu sais qu'il y a un sujet, on a un tout petit peu parlé avant, mais qui me plaît beaucoup sur ce podcast, c'est l'aspect ROI. Un rôle, un pôle Product Ops que tu viens mettre chez Decathlon Digital. T'attends aussi peut-être un ROI. Tu me parlais aussi de data, que vous commencez à traquer un peu des impacts des décisions. Quelles sont les 3 métriques, 4 ou 5 que vous avez et qui vous feront dire « Ok, on a de l'impact et il est mesurable ». Je pense que je peux regarder sur les différents axes que j'ai évoqués. Sur la partie communauté, on était parti plus sur un sentiment l'année dernière. D'appartenance. D'appartenance, c'est ça. Là, on a pivoté, on va être plutôt sur l'activité. En fait, est-ce que je participe à la communauté? Donc là, cette année, on se pose plutôt un objectif d'activité. Donc, je participe à des events, je poste sur les channels et tout ça. Donc, c'est là où on va aller à la mano mesurer ça au début, mais on verra comment on va faire ça. Mais donc ça, c'est... Voilà, on passe sur ça. Sur la partie IA, on ne s'était pas trop posé d'indicateurs parce que franchement, en début 2025, les choses ont beaucoup changé en un an. Donc, on n'avait pas d'indicateurs. Et là, on s'est donné un objectif de... On est encore en train de se tâter sur notre pourcentage, mais de 60-70% des gens qui sont à l'aise avec l'usage de l'IA. Au quotidien. Qui semble haut par rapport au benchmark qu'on a vu à Alexa. On était assez surpris parce que je pense que notre équipe est un peu biaisée. Qu'on se dit, tout le monde sait maintenant utiliser un petit peu ou est à l'aise, mais en fait... pas tellement. Voilà, et en plus, c'est hyper subjectif. Je suis à l'aise à quel point. Mais du coup... Mais un chiffre à 30% est assez parlant.
Enfin, tu vois, si jamais c'était 30% à la base. Je pense que c'est... Ouais, et je pense que dans l'industrie, on voyait entre 30 et 50% plutôt. Donc après, bon, en 2026, on se dit beaucoup va changer, beaucoup va évoluer. Donc en vrai, c'est pas déconnant qu'on se donne un objectif plutôt haut. Et donc, ouais, on va regarder ça. Mais en fait, avec nos actions, essayer de soutenir ça. On a des objectifs autour de l'engagement et le plaisir au travail. En fait, on travaille avec les RH. Ouais. Et du coup, on fait des... Comme toute entreprise, voilà, on a des entreprises un peu de employee satisfaction, je sais pas quoi. Ouais. Et du coup, nous, on se rattache à ça. Pour dire... donc, il y en a un qui est sur... j'ai les formations à disposition pour me former. Et on va aussi regarder un déclaratif sur... J'arrive à gérer la performance et la carrière de mes teammates. Donc ça, c'est pour les managers. Okay. Parce que voilà, on veut aussi mettre un petit focus sur les managers, sur la partie carrière. Ouais. Parce qu'on a été très focus sur les contributeurs individuels l'année dernière. Et on s'est dit... il y a aussi les managers qui permettent de propulser aussi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est un plus petit groupe. Donc, tu peux plus facilement les avoir en individuel aussi. Ouais, c'est intéressant. Et je pense que tu as plus un effet multiplicateur. Donc... voilà, attends, du coup, j'ai parlé... Ouais, sur la partie framework, on se tâte encore sur l'indicateur. Enfin, pareil, on teste un nouvel indicateur, mais on va être sur quelque chose sur est-ce qu'on parle de la même façon du product chez Decathlon. Enfin, pareil, un ressenti. Ce vocabulaire commun, ça va être des ressentis, et donc en vrai, c'est moins le pourcentage, mais plus l'évolution qui va nous intéresser. De toute manière, il y a plein de composantes dans nos métiers de product management où il y a des choses qui sont subjectives, et c'est pas grave. Oui. Enfin, il en faut de toute manière, tout n'est pas mesurable, quantifiable. Donc un ressenti est souvent très intéressant déjà pour avancer, tu vois. Oui, et pour moi, c'est aussi, ça vient à côté d'autres choses, des métriques d'usage, d'adoption et tout ça qui vont nous informer sur ce qui se passe réellement et derrière comment les gens le ressentent. Voilà. On passe aux exemples concrets. Un exemple de choses que vous avez entrepris l'année dernière et qui n'a vraiment pas fonctionné par rapport à ce que vous attendiez. Ouais. Alors, pas vraiment pas fonctionné, mais qui n'a pas fonctionné à la hauteur de vos attentes. Je pense que... est-ce que c'est un joker de reparler du framework? Parce que pour moi, c'est ça... Ouais, carrément, tu peux rentrer un peu plus en détail sur le framework. Ouais. Parce que tu vois, moi, je m'imaginais, je vais... fin Q2, je vais avoir mon slide deck parfait. Enfin, regarder dans la typo, les couleurs qu'il faut. Voilà, le product chez Decathlon. Et je vais pouvoir montrer à mon boss. C'est ça, tout le monde fait comme ça demain. J'ai fait, voilà. Et ça a été pas du tout ça. J'aurais voulu... et finalement, je pense que c'est une bonne chose parce que en fait, on s'est concentré à développer le sens de la communauté plutôt. Et on n'a pas ce deck parfait. Mais on va tenter de faire quelque chose, mais beaucoup plus light cette année. Mais c'est ce que je disais, plus focus sur principe, plus focus sur vocabulaire commun. En fait, d'arrêter de se dire, attends, on va créer le modèle parfait. Parce qu'en fait, ça, c'était l'apprentissage que ça n'existe pas en fait chez Decathlon. Ouais, où c'est... Ce sera pas possible de l'imposer à tout le monde. Ouais, ou en tout cas, c'est dans le détail. Moi, je pense que si on rentre trop dans le détail, derrière, tu négocies trop. En fait, parce que ce qu'on voyait, c'était en gros, OK, donc tu as tes étapes du product life cycle, et derrière, tu dis, OK, derrière, on va faire un RACI pour le design, product marketing, engineering, agile coach, etc. Sauf que les équipes, il y en a certains qui n'ont pas de PMM, et des équipes qui n'ont pas de design, et des gens qui n'ont pas... Mais il y a des gens qui ont tout. Et donc, en fait, un RACI, déjà, n'a aucun sens, parce qu'en fait, du coup, quand tu n'as que un PM et de l'engineering, qu'est-ce qui se passe? Donc, déjà, tu rentres dans un truc où tu as créé un énorme truc pour t'expliquer comment faire les choses by the book. Et en fait, 5% de tes équipes sont capables de en fait, l'appliquer. Carrément. Et même eux sont suffisamment skilled pour le faire eux-mêmes. Donc, voilà, c'est donc, se dire... framework extrêmement complexe qui rentre dans les détails, pas possible. On va faire simple. Chose trop ambitieuse et on commence déjà par des principes et des choses comme ça et après on avance. Peut-être qu'on aura un petit visuel, un petit double diamant quelque part pour nous dire, voilà, tu vois, c'est un peu conceptuellement comment on le pense, mais clairement... Il sera aligné avec les principes, du coup, qui en découlera directement. En tout cas, bon, ça, je t'en redirai plus dans 3 mois. Pour finir un peu ce podcast, ce qui nous reste près 8 minutes, l'évolution des métiers. Intéressant. Évidemment, ça engage que nous parce que c'est des intuitions qu'on pourrait avoir sur le métier. On parle beaucoup de PM augmenté aujourd'hui. Je pense que la vision elle est quand même intéressante, c'est de se dire qu'un PM a peut-être accès à plus
de choses, peut aller au-delà de son métier beaucoup plus facilement. Ça ne veut pas dire que les autres métiers sont remplacés, mais lui peut comprendre plus facilement ce qui se passe à côté. On parle de tous les outils qui vont de plus en plus loin. Je te parlais de Figma Make tout à l'heure, mais je pense que c'est un outil qui est extrêmement intéressant aujourd'hui pour aller prototyper de façon extrêmement réaliste, beaucoup plus qu'avant, sur des composants qui sont quasi ISO par rapport à ce qu'on peut avoir en prod. Intéressant. Quelle est ta vision là-dessus, sur le PM augmenté, en quelques secondes? On entend tous les scénarios. Les PM vont disparaître, les designers vont disparaître, les développeurs vont disparaître. Tout le monde va disparaître. Il n'y aura plus qu'un métier. Non, mais en fait, moi, mon point de vue actuel, alors je suis très loin de pouvoir prédire le futur. On a vu une forte spécialisation jusqu'à maintenant sur les métiers. Et je pense qu'elle restera vraie selon les endroits. En fait, je pense que ce qu'on va voir, c'est plutôt que se dire, attends, on aura une façon de faire du product, ou de développer des outils digitaux. On en aura plein. Et en fait, on va plus se diversifier en termes d'approche. Et se dire, bah oui, en fait, sur ce type d'outils, en vrai, on fait un rôle combiné design product parce que ça a du sens. Ou c'est un tech lead qui prend le leadership produit parce que derrière, on peut développer ses compétences là-dessus. Voilà, je pense que tu vois, on aura. On va beaucoup plus s'adapter au contexte du produit et de ses environs. Typiquement, j'en sais rien, un outil interne chez vous, peut-être qu'un tech lead va pouvoir prendre, tu vois, beaucoup plus d'initiatives que s'il était sur un frontal client, e-commerce. Ou en tout cas, moi, tu vois, je voudrais beaucoup plus de compétences design sur un truc très front que sur un outil back interne qui fait quoi. Donc, en fait, c'est plutôt de se dire, attends, on a une façon homogène de se dire, attends, on a besoin d'une two-pizza team avec un UX, un PM, voilà le ratio parfait. Je pense qu'on va s'éloigner des ratios et beaucoup plus se poser les questions sur, en fait, de façon pragmatique, qu'est-ce qu'on va faire ici et de quoi. Et peut-être... Et peut-être à différents moments, c'est ce qu'on a aujourd'hui, à différents moments d'une étape de vie d'un produit, tu as aussi différentes personnes. Et je pense qu'on verra... Voilà. Donc moi, je me dis, tu vois, je suis plus fan de se dire, on aura plusieurs vérités plutôt que de se dire, attends, on va avoir un product builder qui va faire tout. Je suis d'accord. Peut-être que c'est vrai sur certains trucs, mais sur d'autres, ça ne le sera pas. Donc donc c'est plutôt de se poser aussi ces questions sur... On devient beaucoup plus juste en fait dans les talents qu'on met derrière chaque produit parce que dans des équipes où avant on avait peut-être besoin de 10% d'un product designer pour nous aider à faire les dernières choses, peut-être que ces 10% aujourd'hui on n'en a plus trop besoin et qu'ils peuvent vraiment se concentrer sur la chose essentielle. Et c'est toujours difficile quand tu découpes une personne comme ça par pourcentage. Donc ça permet aussi des personnes d'être beaucoup plus en amont, d'être sur la définition du problème, la stratégie et tout ça. Donc ça, c'est trop chouette, quoi. Carrément. Donc, et puis tu as tout l'aspect organisationnel, interne, communication entre équipes, qui de toute manière ne sera jamais remplacé. Donc en fait, moi je suis totalement d'accord que les rôles ne disparaîtront pas. Juste les cartes sont repositionnées de manière peut-être plus juste. Oui, et je pense que c'est vraiment, il faut s'investir sur là où on est bon soi-même. Moi, c'est ça, c'est continuer à développer ses soft skills et voir comment les outils fonctionnent et les mettre au service en fait de ses compétences. Carrément, je suis totalement d'accord. On va voir. Les réflexions en interne, justement, est-ce que tu trouves qu'il y a un outil qui se dégage particulièrement aujourd'hui, qui est assez intéressant pour les product managers, qui leur permet vraiment d'aller plus vite? Est-ce que tu as quand même des petits outils de prédilection que tu pousses un peu plus que d'autres? Ouais, alors pas vraiment. Alors, moi, je te dis, tu vois, pour être en Product Ops, je ne suis pas du tout outil. Alors, c'est peut-être une confession. mais oui, mais en fait, pour moi, nous, notre rôle, c'est aussi d'assurer qu'on fait les choses dans les règles. Donc, moi, en général, je pousse les outils qu'on a approve et tu vois, je te disais, on est sur la suite Google, donc forcément, on a Gemini en interne. Donc, nous, on est plutôt en mode comment on fait avec ce qu'on a aujourd'hui. Après, forcément, on est dans l'exploration sur ce qu'il y a dans le marché, mais au fur et à mesure. T'es encore un peu dans le concret, du coup? J'en sais rien. De temps en temps, tu te dis, je vais me faire marrer, je vais me faire un petit parcours sur un sujet, j'en sais rien, historique, parce que je connaissais bien ce sujet, je vais tester cet outil sur ce cas d'usage. T'as encore un tout petit peu dopé ou pas trop? C'est loin. C'est assez loin maintenant. Je vais plutôt l'appliquer sur les choses que nous on fait. Et après se dire, en fait, ce qu'on se pose la question, est-ce qu'on développe, est-ce qu'on build une user journey d'un PM, tu vois, des choses comme ça, tu vois. Donc, on est plutôt en mode, est-ce qu'on peut utiliser
nos manières de faire product sur ce qu'on fait. Ouais. Mais oui, en plus, j'étais manager, donc même en tant que manager, tu n'es plus dans le cambouis. Donc en plus, maintenant, je suis encore en plus en abstraction, donc ça fait un moment. Quels sont un peu les sujets qu'on pourrait... les succès qu'on pourrait vous souhaiter d'ailleurs au sein de l'équipe Product Ops pour 26 là? Ouais, pour moi, c'est... Alors ouais, mon slide deck parfait là, mon framework, j'aimerais bien. Non, blague à part, je pense que... Ouais, je pense une certaine cohérence sur les outils qui sont utilisés en interne. Ouais. Donc une façon peut-être similaire de mesurer aussi la façon dont on fait du produit. Ouais. Donc on aimerait bien mettre en place des indicateurs communs. Carrément. On a deux domaines qui fonctionnent très différemment. Donc je pense que si on arrive déjà à 80% de ça fin d'année, de se dire attends, qu'est-ce qu'on mesure sur l'orga produit, en fait, Ouais. la métrique de l'orga produit, on est en train de bosser dessus là. C'est quoi une métrique d'orga produit? Donc franchement, ça, ce serait un super résultat. Et ouais, et je pense que d'avoir aussi un plan sur justement le futur des métiers. Ouais. Je pense que mais qui va en fait toucher à la carrière, aux outils, à plein de choses. C'est ça. Et en fait de se dire qu'en fait à la fin de l'année, nos équipes sont en confiance par rapport au futur. Qu'est-ce que tu recommanderais à un PM qui devait rejoindre Decathlon en une phrase demain? Prépare-toi à apprendre beaucoup de choses parce que c'est une orga très complexe et ça prend du temps d'être onboardé, mais franchement, voilà, cette complexité, c'est aussi le fun. Et quel est pour toi un peu le soft skill number one d'un PM? Soft skill, la simplicité. Pouvoir dire simplement, expliquer simplement. On revient à l'aspect humain, communication. Ouais, tout à fait. Ouais. Trop bien, intéressant. Le Product Ops, pour toi, c'est quelque chose qui, maintenant que tu as un peu de recul, etc., qui aurait dû, peut-être dans une orga comme Decat, à 400-500 PM, émerger un peu plus tôt. Tu penses que c'est la bonne taille, justement, c'est le bon moment? Quel est ton recul un peu sur les gens qui s'interrogent sur est-ce que le Product Ops demain doit être vraiment un métier à part entière dans mon orga? Ouais, alors on a déjà eu justement une initiative un peu qui s'apparentait à de l'Ops avant. Ouais. Et en vrai, pour une taille, pour notre orga, ça a complètement du sens. Est-ce qu'on a besoin d'une armée? Non, on n'aura jamais le modèle qu'on peut voir peut-être dans plutôt en start-up / scale-up où tu as des ops qui sont vraiment dédiés aux équipes, qui sont beaucoup plus dans l'opérationnel, mais on ne l'est pas du tout. On est vraiment... transverse. Vous avez une prise de recul assez conséquente. Voilà. Et donc, je me vois pas avoir des gens dans chaque équipe en train de faire, parce que ça créerait ce serait un coût énorme en fait par rapport à notre développement qu'on peut pas justifier sur l'impact. Donc, pour moi, c'est ça. C'est une équipe Ops comme ça, elle a une position particulière qui n'est pas forcément ce qu'on va chercher à faire de l'Ops quand on est dans une boîte d'une taille moyenne ou petite. Est-ce qu'un Product Ops, c'est pas un peu le premier recrutement d'un RH dans une boîte qui arrive à 40-50 salariés, qui n'avait pas de RH avant, donc chacun faisait un peu ses entretiens à sa façon, etc., ou gérait, manageait ses people individuellement, et où le RH arrive pour cadrer un peu tout ça, fidéliser, etc. Oui, c'est ça, et éviter que... parce que, en fait, si ce n'est pas l'Ops qui le fait, c'est les gens, c'est les PM, et sauf qu'ils le font 5 fois, 10 fois, 20 fois. Et donc, l'idée, c'est de gagner la vélocité aussi sur la charge demandée à chacun. Voilà, devoir recréer un template, parce que ça, on en a pas mal aussi. Voilà, devoir recréer des choses à nous, parce qu'en fait, ça n'existe pas. Carrément. Vous allez rester au même effectif cette année, tu penses, dans l'équipe? On va voir, en fait. Après, oui, là, concrètement, dans le court terme, oui. Mais après, comme on bosse avec plein de gens, c'est aussi essayer d'aligner les roadmaps. Donc, moi, mon boulot, c'est beaucoup ça, c'est de... En fait, il y a des gens qui travaillent parallèlement sur des sujets qui nous touchent aussi ou qui sont en lien, notamment côté RH. Et donc, comment on aligne tout ça. Donc, en fait, voilà, on lead avec l'influence, en fait, pas avec... Complètement. Pas avec les ça va gens dépendre de l'impact que vont avoir aussi vos décisions ou autres sur leur gars et voir s'il y a besoin de plus d'effectifs. Exactement. Trop intéressant. Merci Chantal, c'est passé hyper vite. Ouais, je suis d'accord. C'est passé hyper vite, mais très intéressant. C'était la première fois sur ce podcast qu'on avait un peu un retour d'expérience sur la partie Ops, retour d'expérience qui est d'ailleurs hyper vrai, aussi bien dans les difficultés que dans les belles choses que vous avez accomplies. Donc hyper inspirant, je trouve, d'entendre ces retours. Et puis écoute, on vous souhaite le meilleur sur la suite, d'avoir une communauté qui soit engagée et qui ait une base de framework quand même commun, même s'il ne doit pas rentrer trop dans le détail. Merci pour tout Chantal. Merci à toi Cyril.